Imaginez ceci, vous rencontrez une personne lundi. Vous entendez sa langue pour la première fois. Vendredi, vous pouvez déjà parler avec elle de sa famille et du temps. Incroyable, non? Cet homme existait. Il s'appelait Kenneth Hale. Il était linguiste au MIT. Il avait ce talent unique. Mais ce n'était pas seulement un don magique. Son secret était simple. Il écoutait d'abord. Il observait les sons, les phrases, le rythme. Ensuite, il commençait à parler. Dans cette histoire, nous allons voir sa vie. Et nous allons apprendre de son expérience. Kenneth Hale est né en 1934. Sa maison était dans une région rurale de l'Arizona. Autour de lui, les gens parlaient souvent d'autres langues. Il entendait le navajo et le hopi. Pour lui, ce n'était pas étrange. C'était la vie de tous les jours. Enfant, Kenneth n'aimait pas beaucoup les jouets. Il préférait écouter. Il prêtait attention aux sons. Il trouvait les mots amusants. Il entendait des phrases et cherchait des motifs. Les sons devenaient comme un jeu pour lui. Il écoutait longtemps, sans se lasser. Ses oreilles apprenaient à reconnaître des différences. Par exemple, un son pouvait sembler petit pour d'autres, mais pour lui il était clair. Il pouvait entendre des détails que beaucoup oubliaient. C'était son entraînement naturel. Il n'avait pas besoin d'école pour cela. Sa curiosité était son professeur. Kenneth grandissait avec cette habitude. Chaque jour, il écoutait les voix autour de lui. Le marché, la rue, la maison, tout devenait une salle de classe. Les sons étaient comme de la musique. Il ne comprenait pas toujours les mots, mais il sentait le rythme. Cette pratique simple lui a donné une grande force. Son oreille était déjà prête quand il a voulu apprendre d'autres langues. Plus tard, il pouvait saisir des sons très vite. Il pouvait répéter avec précision. Son esprit associait les mots aux personnes et aux situations. De cette enfance, on peut tirer une leçon. L'entrée d'une langue commence dans la vie de tous les jours. Écouter est une activité que tout le monde peut faire. On n'a pas besoin de livres pour cela. Les sons autour de nous sont déjà un trésor. Kenneth Hale l'a compris très tôt. Cela a changé tout son futur. Adolescent, Kenneth voulait aller plus loin. Il ne voulait plus seulement écouter. Il voulait parler. Dans son village, il avait des voisins mexicains. Il parlait espagnol. Il avait aussi des amis navajos. Ils utilisaient leur langue chaque jour. Kenneth passait du temps avec eux. Il écoutait, puis il essayait de répéter. Il ne commençait pas avec des livres. Il commençait avec des conversations. Quand il entendait un mot, il le testait aussitôt. Ses amis riaient parfois, mais il répondait.
Il voyait que la langue vivait dans la bouche des gens. Elle n'était pas seulement sur du papier. Peu à peu, il pouvait dire des phrases simples. Il parlait du temps, des repas, de la famille. Ses amis n'étaient pas des professeurs officiels. Mais ils étaient les meilleurs guides. Ils corrigeaient, ils encourageaient. Kenneth apprenait vite, car il n'avait pas peur de se tromper. Ce courage était important. Beaucoup de personnes hésitent. Elles attendent d'être parfaites. Kenneth faisait l'inverse. Il se lançait dès qu'il connaissait quelques mots. Chaque erreur devenait une leçon. Chaque sourire donnait plus de confiance. Il a aussi découvert une chose essentielle. La langue n'est pas seulement un système de sons. Elle est liée à la vie. Quand il parlait espagnol, il partageait des histoires avec ses voisins. Quand il utilisait le navajo, il participait à la culture de ses amis. La langue était une clé. Elle ouvrait des portes vers d'autres mondes. Son oreille, déjà bien entraînée, l'aidait beaucoup. Il entendait rapidement les différences entre l'espagnol et le navajo. Il voyait les structures, les habitudes. Cela lui donnait un grand avantage. Mais son vrai secret était son attitude. Il écoutait, il imitait, il osait parler. Cette période d'adolescence a été décisive. Kenneth a compris que les langues ne se possèdent pas seules. Elles se partagent. On apprend avec les gens. On apprend dans la vie. Ses premiers pas avec l'espagnol et le navajo l'ont marqué pour toujours. Ainsi, son chemin était tracé. La passion des langues ne quitterait plus sa vie. Ce goût pour la découverte et pour la rencontre allait le guider vers ses choix d'adulte. Kenneth Hale avait aussi de nombreuses histoires de terrain. Ses anecdotes montraient comment il apprenait directement avec les gens. En Australie, par exemple, il a découvert la langue Warlpiri. Il n'avait jamais entendu cette langue avant. Mais après quelques jours dans la communauté, il pouvait déjà parler de choses simples. Les habitants étaient étonnés. Ils voyaient qu'il comprenait vite, et surtout, qu'il respectait leurs paroles. Enfant déjà, il avait vécu une expérience semblable avec le navajo. Un jour, un ami lui a appris une salutation. Kenneth l'a répété encore et encore. Puis, il l'a utilisé avec d'autres personnes. Elles ont souri et répondu. Ce moment est resté gravé dans sa mémoire. Ce n'était pas seulement un mot appris. C'était une porte ouverte vers une culture. Il aimait raconter aussi des petites scènes de voyage. Dans certains villages, il arrivait comme étranger. Il écoutait en silence, souvent assis avec les anciens. Au début, les gens pensaient qu'il ne comprenait rien. Mais le lendemain, il essayait quelques phrases. La surprise était immense. Cela créait une complicité immédiate. Ces histoires avaient toujours la même leçon. Kenneth n'apprenait pas seul dans une chambre.
Il apprenait dans la rue, dans les maisons, autour des feux. Les langues entraient dans sa vie par les gestes, les regards, les rires. C'était un apprentissage vivant. Il montrait ainsi que les manuels ne suffisent pas. Les vraies conversations donnent une énergie différente. On n'oublie pas un mot entendu dans une chanson ou dans une histoire. On se souvient plus facilement quand le mot est lié à une émotion. Ces anecdotes inspiraient ses étudiants. Ils voyaient que l'apprentissage n'était pas un exercice sec. C'était une aventure humaine. Chaque mot appris dans un contexte réel devenait une histoire personnelle. Kenneth Hale transformait donc ses voyages en leçons universelles. Il prouvait que les langues se découvrent mieux au contact direct. Ses récits restaient simples, mais puissants. Il rappelait à tous que la vraie classe, c'est le monde, et que les meilleurs professeurs sont les gens qui parlent la langue chaque jour. Après ces années d'adolescence, Kenneth a décidé d'étudier plus sérieusement. Il voulait comprendre comment les langues fonctionnent. Il voulait aussi partager ce savoir. Alors, il est allé à l'université. D'abord, il a étudié à l'université de l'Arizona. Ensuite, il a continué à l'université de Californie, à Berkeley. Là, il a découvert le monde des linguistes. Il travaillait beaucoup. Mais pour lui, ce n'était pas un effort lourd. C'était une passion. Il aimait comparer les langues. Il aimait chercher les règles cachées derrière les phrases. Il voyait des liens entre les mots et la culture des gens. Il comprenait que chaque langue était unique. Plus tard, il est devenu professeur au MIT. C'était une grande université, respectée dans le monde entier. Kenneth n'enseignait pas seulement des règles. Il enseignait une vision. Il expliquait que la langue n'est pas seulement un code. C'est la voix d'un peuple. Il s'est spécialisé dans les langues en danger. Il voulait les sauver avant qu'elles disparaissent. Pour lui, perdre une langue, c'était perdre un monde. Chaque langue contenait des histoires, des chants, une mémoire. Kenneth passait donc du temps avec les communautés autochtones. Il notait leurs mots, leurs récits, leurs chansons. Il ne travaillait jamais de manière froide. Pour lui, les mots n'avaient pas de sens sans les personnes. Il liait toujours les sons au visage. Chaque mot était une histoire vivante. Cela le rendait différent d'autres chercheurs. Ses étudiants le respectaient beaucoup. Ils voyaient un homme qui aimait les langues, mais aussi les gens. Il ne séparait jamais la grammaire de la culture. Il expliquait toujours que la langue respire avec son peuple. Son travail à l'université n'était pas seulement académique. C'était aussi un acte de respect. Kenneth voulait montrer au monde que les petites langues méritent autant d'attention que les grandes. Pour lui, une langue parlée par 100 personnes avait autant de valeur qu'une langue parlée par des millions. Ainsi, sa carrière universitaire n'était pas un simple métier. C'était une mission.
Il voulait protéger des trésors fragiles. Et il voulait enseigner aux autres cette idée. Une langue, c'est une vie, et cette vie mérite d'être gardée. Kenneth Hale est vite devenu célèbre pour son talent incroyable. On racontait qu'il pouvait apprendre une nouvelle langue en quelques jours. Il rencontrait un groupe, il écoutait leurs paroles, et bientôt il parlait déjà avec eux. Lors de voyages, il testait souvent ce don. Par exemple, il arrivait dans un village avec une langue inconnue. Le premier jour, il écoutait en silence. Il notait les sons, il observait les gestes. Le deuxième jour, il répétait quelques phrases. Les habitants étaient surpris. Le troisième jour, il parlait déjà des choses simples. À la fin de la semaine, il discutait comme un ami. Ce n'était pas de la magie. C'était le résultat d'une méthode. Kenneth commençait toujours par écouter profondément. Il ne se pressait pas. Il laissait la langue entrer dans son oreille et dans sa mémoire. Ensuite, il utilisait chaque occasion pour pratiquer. Il ne faisait pas de longs exercices seul. Il cherchait le contact direct. Ses collègues racontaient des anecdotes. Parfois, ils voyageaient ensemble pour étudier une langue. Kenneth rencontrait les locuteurs le matin. L'après-midi, il pouvait déjà poser des questions simples. Le soir, il comprenait une conversation de base. C'était impressionnant pour tous. Ce talent montrait une idée forte. La vitesse d'apprentissage vient de l'écoute active et du courage de parler tôt. Kenneth ne passait pas des semaines sur des manuels. Il apprenait en vivant la langue, en la respirant. Il se souvenait aussi de chaque détail. Les mots restaient car ils étaient liés à des visages, à des sourires, à des histoires. Sa mémoire travaillait avec l'émotion. C'est ce qui rendait ses progrès si rapides. Même les communautés étaient étonnées. Elles voyaient un étranger qui respectait leurs mots et qui les utilisait avec sincérité. Cela créait une confiance immédiate. Kenneth Hale est donc devenu une légende parmi les linguistes. Mais aussi parmi les peuples autochtones. Pour eux, il n'était pas seulement un savant. Il était une personne qui écoutait, qui apprenait et qui partageait. Sa rapidité à apprendre n'était pas une compétition. C'était une manière de montrer son respect. Chaque langue méritait son attention immédiate. Chaque rencontre devenait une preuve que l'écoute et la pratique sont les vraies clés. Kenneth Hale avait une méthode simple mais puissante. Avant de dire un mot, il passait souvent des heures à écouter. Il restait assis avec les gens. Il suivait leurs phrases. Il notait le ton, le rythme, les pauses. Pour lui, la langue ressemblait à une chanson. Il ne se pressait pas pour apprendre la grammaire. Il croyait que la musique des mots venait avant les règles. Quand il entendait une langue nouvelle, il la traitait comme une mélodie. Il écoutait encore et encore, comme on écoute une chanson préférée. Ensuite, il répétait avec le bon rythme.
Cette patience faisait la différence. Beaucoup d'apprenants veulent parler vite. Ils mémorisent des listes de mots. Ils apprennent des règles sans contexte. Kenneth faisait l'inverse. Il disait que l'oreille doit d'abord reconnaître. Quand l'oreille comprend, la bouche suit facilement. Il s'intéressait aux détails. Il remarquait la longueur d'un son, la hauteur d'une voix, la façon dont une phrase montait ou descendait. Pour lui, chaque langue avait une musique unique. Saisir cette musique était plus important que traduire mot par mot. Un étudiant l'a décrit ainsi: Kenneth pouvait rester silencieux toute une journée. Puis, le lendemain, il parlait avec un accent presque parfait. Son secret était là. L'immersion complète. L'attention absolue. Cette méthode donnait aussi un conseil pratique. Pour progresser vite, il faut écouter activement. Il ne suffit pas d'entendre. Il faut vraiment suivre les sons, comprendre leur place, sentir le rythme. Kenneth disait souvent aux jeunes: n'écoutez pas comme un robot. Écoutez comme si vous écoutiez de la musique. Il voulait montrer que l'émotion aide la mémoire. Quand une phrase vous touche, vous la retenez plus facilement. Cette approche peut inspirer tout le monde. On n'a pas besoin d'un talent spécial. On peut écouter la radio, des chansons, des conversations dans la rue. On peut répéter après les voix réelles. Cela est plus vivant que des listes. Pour Kenneth, chaque heure d'écoute était un investissement. Plus on écoute, plus on parle naturellement. Sa vie prouvait que l'immersion, même silencieuse, prépare le terrain. Ensuite, parler devient un pas simple, presque naturel. Kenneth Hale n'apprenait pas une langue seulement pour les mots. Pour lui, une langue portait toujours une culture. Elle portait la vision du monde de ceux qui la parlent. Chaque phrase avait une histoire derrière elle. Chaque expression montrait une façon de penser. Il ne considérait jamais les gens comme de simples informateurs. Il les appelait ses professeurs. Il respectait leur rôle. Quand quelqu'un lui enseignait un mot, Kenneth voyait aussi la vie de cette personne. Le mot n'était pas une donnée froide. C'était un cadeau. Il croyait que respecter la culture donnait de la motivation. Si on apprend seulement pour des notes, on se fatigue vite. Mais si on apprend parce qu'on admire un peuple, on continue avec plus d'énergie. C'était son message. Il montrait aussi que la culture aide à comprendre les mots. Un proverbe, par exemple, n'a pas de sens si on ignore la tradition derrière lui. Une chanson dit plus qu'un dictionnaire. Une histoire de famille explique mieux qu'un tableau de grammaire. Kenneth insistait sur ce point. Dans ses voyages, il participait à la vie des communautés. Il partageait leurs repas. Il écoutait leurs récits. Il riait avec eux, il travaillait parfois avec eux. Ainsi, les langues devenaient réelles, vivantes, liées au quotidien. Les personnes sentaient ce respect.
Elles ouvraient leurs portes. Elles lui enseignaient avec plaisir. Elle voyait qu'il ne voulait pas seulement collecter des données. Il voulait comprendre et transmettre leur monde. Pour les apprenants d'aujourd'hui, ce principe est clair. Quand on valorise la culture, on garde plus facilement la motivation. On ne voit plus la langue comme une tâche. On la voit comme une passerelle. On sent qu'apprendre, c'est rencontrer. Kenneth Hale prouvait cela chaque jour. Il montrait que la langue et la culture ne se séparent jamais. Apprendre un mot sans son histoire, c'est comme manger sans goût. Mais quand on respecte la culture, chaque mot devient riche. Ainsi, sa méthode allait plus loin que la mémoire. Elle était une attitude. Respecter les personnes, écouter leur monde, et voir la langue comme une vie. C'est ce respect qui faisait de lui un maître unique. Kenneth Hale n'était pas seulement un chercheur. Il était aussi un professeur passionné. Ses étudiants disaient qu'il avait une façon claire d'expliquer. Même les règles compliquées semblaient simples avec lui. Il utilisait des exemples du quotidien. Il montrait que la grammaire n'était pas une prison, mais un outil pour comprendre et communiquer. Il croyait aussi que partager ce que l'on apprend aide à mieux retenir. Quand il découvrait une règle dans une langue, il l'expliquait aussitôt à ses élèves. Cette répétition renforçait sa mémoire, et en même temps, cela aidait les autres. Enseigner et apprendre allaient ensemble. Kenneth insistait beaucoup sur l'importance des langues locales. Il disait que les enfants autochtones devaient d'abord apprendre à lire et à écrire dans leur propre langue. Ensuite, ils pouvaient apprendre l'anglais ou une autre langue. De cette façon, ils ne perdaient pas leurs racines. Ils gardaient leur culture vivante. Pour lui, enseigner dans la langue d'origine était une forme de respect. Cela montrait que chaque langue avait de la valeur. Les communautés comprenaient alors que leur langue méritait d'être protégée. Les enfants se sentaient fiers. Ils voyaient que leur langue n'était pas seulement pour la maison, mais aussi pour l'école et la science. Beaucoup de ses collègues admiraient cette idée. Mais certains doutaient. Ils pensaient qu'apprendre d'abord la langue locale était une perte de temps. Kenneth n'était pas d'accord. Il montrait que les enfants comprenaient mieux quand ils commençaient avec la langue de leur cœur. Ensuite, ils progressaient plus vite dans les autres langues. Ses étudiants au MIT se souvenaient aussi de son énergie. Il pouvait passer des heures à expliquer, sans fatigue. Mais il ne donnait jamais l'impression d'un maître autoritaire. Il parlait comme un guide. Il écoutait aussi les questions, même les plus simples. Pour lui, chaque question avait de la valeur. Son style de professeur reflétait sa philosophie. Enseigner n'était pas seulement transmettre des règles. C'était partager un chemin. C'était respecter les langues et les personnes qui les parlent. En classe, comme dans la vie, Kenneth Hale liait toujours l'étude des langues à la dignité humaine. Et c'est cela qui le rendait inoubliable. Même avec tout son talent, Kenneth Hale restait humble.
Il disait souvent que certaines langues étaient difficiles pour lui. Il ne prétendait pas être parfait. Il avouait qu'il faisait des erreurs, comme tout le monde. Cette honnêteté surprenait ses étudiants. Il voyait un maître, mais un maître qui reconnaissait ses limites. Pour Kenneth, l'erreur n'était pas un problème. Il pensait que l'erreur faisait partie de l'apprentissage. Quand il se trompait, il écoutait la correction. Ensuite, il répétait avec calme. Il ne se décourageait pas. Il montrait qu'il faut avancer, même avec des fautes. Il rappelait souvent que la perfection n'est pas nécessaire. L'important est la communication. Si les gens vous comprennent, c'est déjà une victoire. Si vous pouvez partager une idée ou une émotion, la langue fonctionne. C'était sa vision. Cette attitude donnait confiance à ceux qui apprenaient avec lui. Il comprenait qu'il n'est pas grave de se tromper. Parler, même avec des erreurs, vaut mieux que se taire. Kenneth disait que chaque mot, même imparfait, est un pont vers l'autre. Il se souvenait aussi de ses propres difficultés. Certaines langues lui demandaient plus de temps. Parfois, il devait écouter des centaines d'heures avant de parler avec aisance. Mais il ne voyait pas cela comme un échec. Il disait que chaque langue mérite de la patience. Cette humilité faisait partie de son charme. Les communautés autochtones voyaient qu'il n'arrivait pas comme un expert supérieur. Il arrivait comme un apprenant, prêt à écouter, prêt à faire des fautes. Cela créait une relation d'égalité. Les gens se sentaient respectés. Son message était clair, n'ayez pas peur de l'imperfection. La langue n'est pas un concours de grammaire. C'est un outil pour vivre ensemble, pour partager. Celui qui ose parler progresse plus vite que celui qui attend de parler parfaitement. Ainsi, Kenneth Hale montrait un autre chemin. Pas celui de l'orgueil, mais celui de l'humilité. Pas celui de la compétition, mais celui de la connexion. Ses erreurs ne l'arrêtaient jamais. Elles le rendaient plus humain. Elle rappelait à tous que l'apprentissage est un voyage, pas une course. Les histoires de Kenneth Hale n'étaient pas seulement impressionnantes. Elles avaient aussi un effet durable. Grâce à ses voyages, il a pu aider à sauver des langues en danger. Il savait que beaucoup de langues risquaient de disparaître. Certaines étaient parlées seulement par quelques dizaines de personnes âgées. Si rien n'était fait, elles seraient perdues pour toujours. Kenneth ne voulait pas que ces langues meurent. Pour lui, chaque langue était un trésor. Il disait que perdre une langue, c'est comme brûler une bibliothèque entière. Avec chaque langue, on perd une vision du monde, une poésie, une mémoire. Alors, il a travaillé sans relâche pour documenter. Il écrivait, il enregistrait, il faisait des dictionnaires et des grammaires. Mais il ne travaillait pas seul. Il collaborait avec les communautés. Il montrait aux jeunes l'importance de parler leur langue. Il les encourageait à l'utiliser à l'école, à la maison, dans les fêtes.
Il voulait que les enfants soient fiers de leur héritage. Aux États-Unis, en Australie et dans d'autres régions, Kenneth a aidé à préserver des dizaines de langues autochtones. Les chercheurs d'aujourd'hui s'appuient encore sur ses travaux. Ses notes, ses enregistrements et ses livres sont des sources précieuses. Grâce à lui, des langues qui semblaient vouées à disparaître ont encore une chance. Son influence allait au-delà des communautés. Il a inspiré toute une génération de linguistes. Beaucoup de jeunes chercheurs ont choisi ce domaine parce qu'ils avaient entendu parler de lui. Ils ont compris que la linguistique n'est pas seulement une science abstraite. C'est aussi un acte de respect et de justice. Kenneth restera aussi dans les mémoires pour son attitude. Il n'aimait pas se vanter. Il disait qu'il n'était pas un génie, mais simplement quelqu'un qui écoutait. Pourtant, son œuvre prouve le contraire. Peu de personnes ont réussi à donner autant de voix à ceux qu'on n'entendait pas. Son héritage est clair. Kenneth Hale a montré qu'une langue n'est pas seulement un outil de communication. C'est une vie, une culture, une mémoire. En préservant ces langues, il a protégé des mondes entiers. Et il a rappelé à chacun de nous que même une petite langue a une valeur immense. Pour un apprenant du français, l'histoire de Kenneth Hale donne des conseils simples mais puissants. Sa méthode peut sembler magique, mais elle repose sur des habitudes accessibles à tous. Il ne s'agit pas d'un secret caché. C'est une façon d'approcher la langue avec respect, curiosité et constance. Regardons maintenant ce que nous pouvons retenir de lui pour apprendre le français. Écoutez d'abord. Kenneth Hale passait toujours du temps à écouter avant de parler. Pour le français, c'est la première clé. Avant de vouloir construire des phrases parfaites, il est utile d'entendre la langue. Les chansons françaises, par exemple, offrent un bon point de départ. Même si l'on ne comprend pas tout, on s'habitue au rythme, au son et à la musique des mots. Les podcasts pour débutants, les petites vidéos ou même les publicités peuvent être des outils précieux. L'oreille doit se nourrir avant que la bouche commence à produire. Ce temps d'écoute prépare le terrain. Beaucoup d'apprenants font l'erreur de se lancer directement dans les règles. Ils veulent mémoriser des listes ou des conjugaisons avant même de savoir à quoi la langue ressemble. Mais Kenneth Hale montrait que ce n'est pas la meilleure voie. Le français a ses propres sons, sa propre musique. Si on n'entend pas d'abord, on risque de parler avec raideur. En écoutant, on apprend à respirer la langue, à sentir son rythme. Imiter la vraie parole. Une fois que l'oreille s'habitue, il faut imiter. Kenneth Hale imitait les sons comme un musicien répète une mélodie. Pour le français, cela veut dire copier la manière dont les locuteurs parlent vraiment. Il ne s'agit pas seulement de répéter des mots isolés. Il s'agit de reproduire la mélodie d'une phrase entière. Par exemple, on peut écouter une courte réplique dans une série française. Puis, on l'imite avec le même ton, la même énergie. Ce travail peut sembler enfantin, mais il est puissant. La langue n'est pas une suite de règles sèches. C'est un flot vivant.
En répétant comme un écho, on se rapproche de la manière naturelle de parler. Il est utile de prêter attention aux petits détails. La liaison entre deux mots, l'accent qui monte à la fin d'une question, la chute douce à la fin d'une affirmation. Ces détails donnent l'impression d'un vrai français. Kenneth Hale montrait que l'accent n'est pas un luxe. C'est une partie de la langue, comme la grammaire. Cherchez de vraies conversations. Kenneth Hale n'apprenait jamais dans le silence des manuels. Il apprenait dans les échanges humains. Pour le français, il en va de même. Même une petite conversation apporte plus qu'une longue liste de vocabulaire. Dire « bonjour » à un francophone, poser une question simple ou participer à un échange vocal, voilà ce qui fait progresser. Aujourd'hui, il existe des moyens faciles pour cela. On peut utiliser des applications d'échange linguistique. On peut chercher un correspondant en ligne. On peut aussi rejoindre des groupes locaux où le français est pratiqué. Même un court dialogue, 10 minutes, est une vraie victoire. Les erreurs arrivent, bien sûr. Mais Kenneth Hale montrait que l'erreur n'est pas un mur. C'est un pont. Chaque faute donne une correction, et chaque correction rapproche de la maîtrise. Le français n'est pas seulement une matière scolaire. C'est une langue vivante, qui doit se pratiquer avec des gens réels. Se connecter à la culture. Pour Kenneth Hale, la langue n'existait pas sans la culture. Le français ne fait pas exception. On peut apprendre des centaines de mots, mais si on ignore le contexte, il reste froid. Lire une bande dessinée, regarder une émission française, suivre un journal simple, voilà des moyens pour donner une âme aux mots. Par exemple, en découvrant Astérix ou Tintin, on voit comment les personnages utilisent l'humour et les expressions. En écoutant des chansons populaires, on découvre des phrases que les Français utilisent dans la vie quotidienne. Même une recette de cuisine en français donne plus qu'une simple liste de verbes. Elle relie la langue à un geste concret, à un parfum, à une habitude. La culture motive aussi. Quand on s'intéresse à un film, une chanson, une tradition, on veut comprendre. Ce désir pousse à continuer même quand c'est difficile. Kenneth Hale avait compris cela. Chaque langue porte un monde. Découvrir le monde derrière le français rend l'apprentissage plus profond et plus durable. Être patient avec les erreurs. Kenneth Hale l'a montré toute sa vie, personne n'est parfait. Même lui, avec son talent, faisait des fautes. Pour un apprenant du français, c'est une leçon essentielle. Les fautes ne sont pas des ennemis. Elles sont des compagnons de route. Beaucoup de gens n'osent pas parler parce qu'ils ont peur de mal faire. Mais attendre la perfection, c'est ne jamais parler. Kenneth Hale encourageait l'inverse, essayer, même si c'est maladroit. Dire une phrase simple, même imparfaite, vaut mieux que garder le silence. Avec le temps, la correction arrive. L'oreille s'affine, la bouche s'habitue. Les phrases deviennent plus justes. Mais ce processus demande de la patience. On ne devient pas francophone en une semaine.
L'important est de continuer à pratiquer, à écouter, à parler, sans se juger trop sévèrement. Apprendre le français avec l'esprit de Kenneth Hale, c'est adopter une méthode humaine. Écouter comme on écoute une musique. Imiter comme on répète une chanson. Chercher la rencontre humaine, même brève. Relier chaque mot à une culture, une histoire, une émotion. Et avancer malgré les fautes, en gardant la patience. Ces principes sont simples, mais puissants. Ils transforment l'apprentissage du français en une aventure vivante. Le français n'est plus une liste de règles. Il devient une expérience, une ouverture, un pont. Hale l'a prouvé avec 50 langues. Nous, avec une seule, pouvons déjà vivre une transformation. Voilà l'héritage qu'il laisse aux apprenants. Pas une promesse magique, mais une méthode fondée sur l'écoute, la pratique, la culture et l'humilité. Et cela suffit pour progresser pas à pas vers un vrai français.